Session extraordinaire du Parlement, la France sans budget jusqu'au 7 janvier. Les maths au lycée, en exclusivité pour Antenne 2, Christian Belac annonce une réorganisation. Pétrole, la France et l'Arabie Saoudite signent un contrat d'approvisionnement pour 3 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. Halte à l'invasion des mathématiques dans tous les domaines de l'enseignement. C'est la proposition que fait en exclusivité ce soir sur Antenne 2 le ministre de l'Éducation, Monsieur Belac. Attention, il ne s'agit pas de remettre en question l'importance des mathématiques dans notre société industrielle du XXe siècle, mais plutôt d'essayer de juguler l'inflation des maths dans toutes les sections du secondaire qui ouvrent les portes des études supérieures. Un exemple pour mieux comprendre. Un jeune qui se destine à la profession de kinésithérapeute doit posséder son bac C à dominante mathématique. Question, est-ce vraiment indispensable? Rééquilibrer le nombre d'heures de maths selon les sections, c'est la proposition du ministre qui en parle donc pour la première fois ce soir avec Dominique. Tout d'abord, vous le savez, j'ai proposé, cela va passer devant les comités consultatifs correspondants, que nos enfants n'aient qu'une seule seconde. Je voudrais que dans cette seconde-là, les heures de mathématiques soient moins importantes qu'autrefois. C'est-à-dire 4 heures au lieu de 5 heures. C'est une proposition que je vais faire. Je ne sais pas si elle sera acceptée, mais c'est la proposition. Donc rétablir en quelque sorte l'équilibre. C'est-à-dire moins de mathématiques qu'actuellement. Ensuite, en première et terminale, je constate que dans les sections C, une partie des mathématiques qui se faisaient autrefois dans les préparations aux grandes écoles se font en première et terminale. Il faut que dans nos sections C, nous revenions à quelque chose d'un peu moins ambitieux. Et ensuite, toujours en première et terminale, des sections D, c'est-à-dire biologie et sciences expérimentales, rééquilibrées avec ce C un peu moins fort, par plus de mathématiques nécessaires en biologie et en sciences expérimentales. Enfin, dans les sections B, qui préparent, vous le savez, aux aspects économiques, eh bien, avoir un peu plus de mathématiques, comme par exemple des probabilités qui sont absolument nécessaires pour les sciences de la prévision économique. Ainsi, nous aurions un meilleur équilibrage des mathématiques dans nos différentes premières et terminales, et par conséquent, nous corrigerions cet engouement vers le C, cette poussée vers la section C. Est-ce que l'éducation n'a pas une responsabilité dans cette espèce de poids des mathématiques dans l'éducation? Oui, c'est certain, elle a une responsabilité, le balancier est allé trop loin, et nous pouvons corriger. Mais je tiens à dire de la façon la plus nette que la responsabilité fondamentale est après l'éducation. Je ne dis pas ça du tout pour me décharger de cette responsabilité, mais parce que ça ne servirait à rien que je corrige le tir si rien ne se passe après. Pourquoi voulez-vous que les mathématiques n'aient pas l'importance qu'elles ont dans la mesure où les écoles de commerce ou les universités de médecine choisissent leurs élèves à partir des mathématiques? Alors moi, là, je n'y peux plus rien. Ceci dit, il y a des choses à corriger dans l'éducation. Voilà, sans vouloir remonter à la nuit des temps, il est vrai que si jusqu'à la dernière guerre mondiale, la France était gouvernée, disons, au sens large du terme, par les littéraires, on est aujourd'hui tombé dans l'excès contraire. Indiscutablement, trop c'est trop. Il était temps de redresser le tir. S'il est vrai que notre société moderne, super industrialisée, informatisée, robotisée, fait dans tous les domaines appel aux mathématiques, en revanche, l'excès même de cette course effrénée à la connaissance mathématique représente un danger. Car un tel système introduit un seul critère de sélection. On juge aujourd'hui des capacités et de l'intelligence d'un individu à sa seule aptitude aux mathématiques. Il suffit d'ouvrir les petites annonces pour comprendre quel est le poids des maths dans le recrutement des cadres des grandes entreprises. Les mathématiques jouent dans notre société un rôle quelque peu perverti. Le système scolaire et universitaire, bien sûr, a suivi cette évolution. Un système qui a introduit des paliers de sélection qui éliminent non seulement les faibles, mais également les élèves moyens en mathématiques. Un système qui offre les meilleures chances, donc les meilleures places, à la section C, voie royale des champions des maths. Exemple, 85% des élèves des grandes écoles, y compris de l'école normale supérieure, temple des lettres, possèdent un bac C. En rééquilibrant l'enseignement des mathématiques,
Christian Belac tente en quelque sorte de réduire la sélection impitoyable qui s'est introduite dans notre système scolaire. Bref, au lieu d'une seule section, voie royale des meilleurs élèves, chaque section offrirait l'enseignement des maths dont les jeunes auront besoin pour la filière qu'ils ont choisie. Reste qu'il sera bien difficile de renverser la tendance dans un monde où tout progrès n'est que progrès scientifique. Stabilité des prix pendant les 3 premiers mois de l'année et même réduction des prix dans certains secteurs, c'est l'engagement pris aujourd'hui par le Conseil national de commerce qui regroupe les grandes entreprises de la distribution en France. Un engagement qui intervient quelques jours à peine avant que l'ensemble des prix en France soit totalement libéré à partir du 1er janvier. À noter que cette décision n'engage pas la majorité des petits commerçants et provoque la crainte des associations de consommateurs. Jean Pézieux. En 1980, chaque distributeur fixera comme il l'entend sa marge commerciale sur ses produits, meubles, électroménagers, conserves, etc. Sauf sur les produits frais qui restent soumis à réglementation. Le prochain secteur visé sera celui des services dont une partie seulement est déjà libérée. En échange de la fin du blocage des marges, les distributeurs s'engagent à laisser jouer entre eux la concurrence, donc plus d'entente, et à pratiquer une vraie politique d'information du consommateur, affichage des prix, publicité du crédit, contrats clairs, etc. Du côté des consommateurs, précisément, on émet des réserves. Seuls ont signé les grands et non les petits commerçants. Il y a 3 ans, d'autre part, des opérations de baisse spectaculaires ont eu pour résultat, les commerces se rattrapant sur d'autres produits, une augmentation globale des prix. Enfin, plus récemment, la libération des marges s'est traduite en août 78 par une hausse de 33% sur le pain et cette année par des hausses de 32% sur la teinturerie, 37% sur les garages et de 42% sur les assurances. Le grand commerce s'est engagé à faire des actions promotionnelles très nombreuses et très importantes. La baisse même. Qui permettront certainement la stabilité des prix, mais même dans certains cas, des baisses. Les consommateurs ne sont pas certains que cet accord sera respecté. Est-ce que vous avez prévu quelque chose, votre propre contrôle, voire des sanctions? Je ne connais pas d'organisation professionnelle qui ait la possibilité d'appliquer des sanctions, soit à leurs adhérents, soit surtout à ceux qui ne le sont pas. Mais pour ceux qui le sont. Pour ceux qui le sont, bien, c'est une question d'ordre. Et c'est la question qu'on pourrait poser pour toute organisation professionnelle. Vous pensez que les commerçants sont assez disciplinés et assez sages? Je le pense. Les consommateurs n'en sont pas sûrs. Ils ont peut-être tort, on le verra. La CFDT a fait savoir dès aujourd'hui qu'elle va s'opposer à la libération des prix qui, selon elle, sans contrepartie durable de la part des commerçants, n'aura pour effet que d'aggraver l'inflation. C'est à 15 h cet après-midi que les députés se sont retrouvés en session extraordinaire pour discuter une seconde fois donc le budget annulé par le Conseil constitutionnel. Auparavant, le Conseil des ministres avait autorisé M. Raymond Barre à poser une nouvelle fois la question de confiance si cela était nécessaire. Ce soir, il y a un quart d'heure à peine, les députés ont voté le premier projet qui permettra au gouvernement de percevoir les impôts existants déjà l'année dernière. Le nouveau budget 1980 n'étant lui discuté qu'à partir du 7 janvier, après une interruption pour les fêtes de fin d'année. Le résumé de cette journée, Jean-Michel Mercurel. Finalement, il y avait foule cet après-midi à l'Assemblée nationale. Délaissant leurs vacances, les députés étaient là pour la session extraordinaire au beau milieu des fêtes de fin d'année. Les traditionnels roulements de tambour et puis moins traditionnel, l'ouverture de la session par un Jacques Chaban-Delmas sans sa jaquette. La promptitude de cette réunion fait que je suis dans une tenue extraordinaire, moi aussi. 5 minutes après, les groupes se réunissent pour arrêter leur position. Pas de problème au RPR pour le vote aujourd'hui du premier projet de loi. Il n'en va pas de même pour le second, c'est-à-dire le budget lui-même. Nous maintenons totalement les critiques que nous avions formulées et les propositions que nous avions faites au fond lors de la première discussion. Mais nous ne les reprendrons pas puisque, comme le président de la République l'a indiqué, il s'agit cette fois d'une session de procédure. Chacun aura donc compris que nous demandons au gouvernement d'engager à nouveau sa responsabilité comme il l'a fait la première fois. Oui, comme il l'a fait, et plutôt 2 fois qu'une.
Plutôt deux fois qu'une, nous n'y pouvons rien. Nous regrettons une fois de plus que la concertation n'ayant pas été poussée assez loin, on en arrive là. Mais ce n'est pas notre responsabilité propre. Nous estimons avoir fait tout notre devoir pour essayer de donner à la France un budget qui soit aussi conforme que possible aux nécessités du temps. Les communistes dénoncent, eux, l'autoritarisme du gouvernement. Ils déposent 7 amendements au premier projet et entendent se battre longuement encore sur le budget 80. Enfin, les socialistes, François Mitterrand à la tribune, s'attaquent au président de la République. Si M. Barre avait été ici, je lui aurais dit bien d'autres choses sans doute, mais d'abord, comment ai-je compris, comment avons-nous été si nombreux à comprendre les 4 mises au point du président de la République, tentant à se distancier de l'événement présent, à montrer non seulement qu'il n'avait pas la moindre responsabilité, mais encore qu'il avait tout tenté. Je dirais à M. Barre, on a dit dans la presse que ce pouvait être un désaveu. Moi, je dirais que de la part du président de la République à l'égard de son Premier ministre, exposé en première ligne, je dirais que c'est une dérobade. Monsieur Mitterrand, ne vous préoccupez donc pas des conditions de fonctionnement des pouvoirs publics au niveau gouvernemental. Comment? Alors, voulez-vous, je vous prie, écouter Monsieur le ministre du Budget. Monsieur le ministre du Budget. On devine ici ce que je vais dire. Mais je vais le dire, c'est que vous êtes assez occupé vous-même à faire le ménage chez vous. Au Conseil des ministres de ce matin, M. Bellac, qui assure l'intérim du ministre du Travail, a annoncé que la durée maximale moyenne du travail était réduite de 48 à 46 heures. M. Bergeron, de Force ouvrière, a déjà estimé que cette décision était un premier pas important. Les négociations entre syndicats et patronat doivent reprendre sur ce thème en début d'année prochaine. Le journal officiel d'aujourd'hui annonce une majoration exceptionnelle de l'allocation logement qui va passer de 70 francs pour une personne seule ou un ménage à 110 francs pour une personne ou un ménage avec 2 enfants ou personnes à charge. Et puis, le ministère de l'économie lance un emprunt de 8 milliards de francs d'une durée de 6 ans et dont le taux d'intérêt est de 12% par an. Flambée de l'or à Paris, flambée de l'or à Zurich, à New York, Francfort, toutes les dépêches portaient le même titre cet après-midi. Tous les records ont été battus. À Wall Street, l'once de métal fin a franchi la barre des 500 $ et à Paris, le lingot à côté, 70 000 francs. Pierre-Marie Thiaville. 70 000 francs pour 1 kilo de métal, c'est bien sûr un record absolu, historique. Comme d'ailleurs la plus-value en une seule séance, près de 6 000 francs, puisque le lingot était hier à 64 275 francs. Le Napoléon et les autres métaux précieux ont suivi, comme d'habitude, et aussi fait significatif certaines matières premières, comme le sucre. Mais ce qu'il faut bien mesurer, ce n'est pas le record en lui-même, c'est l'accélération des événements. Regardez ces quelques chiffres. L'an dernier, à pareille époque, le lingot était à 30 000 francs. Il lui a fallu 6 mois pour gagner 10 000 francs. Il a de nouveau gagné 10 000 francs, mais cette fois en 3 mois. Pour les 10 000 francs suivants, 1 mois et demi seulement, et il ne lui a fallu que 15 jours, pour gagner les derniers 10 000 francs et atteindre ce record de 70 000. Alors si on faisait une courbe, elle aurait cette forme. Il y a une accélération et non pas une vitesse dans le prix de l'or. Jusqu'où? Poser la question, c'est poser celle des causes. L'or est un métal stérile qui ne produit rien, son prix n'a presque aucune influence sur l'activité économique, mais c'est un signal. Et à ce stade des événements, c'est le signal d'une grande peur. Ceux qui achètent de l'or, et donc qui le font monter, ont peur. Peur des imprécations et des menaces de l'ayatollah Khomeini. Peur des blindés soviétiques qui s'installent en Afghanistan. Peur du prix du pétrole. Peur de l'inflation généralisée. Peur que tout cela réuni bloque de plus en plus gravement la machine économique mondiale. Et tous ces gens ont peut-être tort d'avoir peur, car le pire n'est pas toujours sûr, mais le fait psychologique est là et le lingot continue à accélérer.
il ne le fera pas toujours à la même vitesse prodigieuse qu'aujourd'hui, d'autant plus que beaucoup, en pareille circonstance, sont tentés de prendre leurs bénéfices en revendant. Alors on traversera des paliers, à moins que quelque chose de vraiment rassurant intervienne, par exemple évolution favorable de la crise iranienne, ou bien remise en ordre du marché pétrolier. Mais pour l'instant, on sait qu'on en est encore loin, et l'or signale, l'or clignotant de la peur, continue sa course. On vient de vous le dire, la hausse vertigineuse de l'or a pour principale origine la situation en Iran et en Afghanistan, où la première conséquence du pont aérien soviétique, qui depuis 48 heures déverse des tonnes de matériel et des centaines de soldats, aura été cet après-midi un coup d'État qui a renversé le dernier homme fort du gouvernement pro-soviétique, le président Amin. Patrick Clément. L'ex-président Hafizallah Amin, le voici. Il y a quelques jours, il accordait sa dernière interview dans son palais forteresse de Kaboul. Forteresse car protégée par une garde prétorienne et des conseillers spéciaux soviétiques chargés de sa sécurité et envoyés spécialement par Moscou à Kaboul pour le protéger. Amin, pour une raison que nous ignorons, ne s'est pas assez méfié de ses fameux conseillers et surtout de son Premier ministre, M. Karmel. Ce sont manifestement les efforts conjugués de ces fameux conseillers et de son Premier ministre qui ont rendu possible ce coup d'État. Ce coup d'État mené par M. Karmel est le 8e depuis 1973. Chaque nouveau président s'empressant du reste d'assassiner l'homme qu'il venait d'écarter. Depuis la fin de l'après-midi et après l'annonce de ce coup d'État, on comprend peut-être mieux l'envoi massif de troupes et d'armements que l'Union soviétique a effectué depuis presque 24 heures. L'URSS a franchi donc ces derniers jours une nouvelle étape dans son engagement militaire en Afghanistan, en aidant à ce coup d'État et en permettant à l'ancien et au nouveau régime de Kaboul de combattre une rébellion islamique et tribale qui ne cesse de conquérir du terrain depuis mars 1979. Les groupes de moudjahidines afghans sont réfugiés un peu partout dans les montagnes et souvent même très près de Kaboul. Leur mobilité, leur capacité à s'adapter au terrain, leur autonomie, ils vivent en osmose complète avec la population, leur permet de s'opposer avec beaucoup d'efficacité aux armements lourds fournis par les soviétiques. La lutte de ces rebelles afghans, soutenus par une foi inexorable en l'islam contre le régime pro-soviétique de Kaboul, fait penser, et oui, à celle que menaient, il fut un temps, les rebelles vietnamiens contre le régime pro-américain de Saïgon. Là-bas, on parlait de communisme, ici, on invoque l'islam. Oui, et une dernière dépêche qui vient de tomber à l'instant indique que des troupes soviétiques seraient intervenues aujourd'hui dans les combats de rue qui ont présidé à ce renversement de gouvernement. C'est une information qui nous parvient de sources officielles américaines et qui n'est pas confirmée pour l'instant. L'intervention directe des soviétiques en Afghanistan, un sujet de préoccupation supplémentaire donc pour le président Carter, qui n'en avait vraiment pas besoin, lui qui se débat depuis 54 jours maintenant pour trouver une solution au problème de la prise d'otage de ces diplomates en poste à Téhéran. De Washington, Jacques Séqui. Au 54e jour de la crise, on peut se demander si Carter ne devra pas frapper du poing sur la table, en quelque sorte passer de la fameuse réserve à une décision qui établirait la réelle autorité américaine dans cette affaire. Or, désormais, le temps, qui fut son allié, pourrait travailler contre le président américain. Pour l'Afghanistan, les choses se compliquent. Comment prendre de front l'URSS alors qu'on attend d'elle qu'elle n'oppose pas de veto aux Nations Unies concernant les représailles économiques? Un jeu subtil donc entre Moscou et Washington, en réalité, pour reprendre l'expression des joueurs, un bras de fer, où cette fois, l'enjeu est clair, la victoire soviétique et le déclin américain dans le Golfe Persique. De retour de la conférence de l'OPEP à Caracas, au Venezuela, le ministre saoudien du pétrole, le cheikh Yamani, rencontrait cet après-midi le président de la République, M. Giscard d'Estaing, et M. Giraud, le ministre de l'Industrie. Une rencontre importante pour l'approvisionnement de la France en pétrole, quand on sait que l'Arabie saoudite fournit plus d'un tiers de la consommation française. Dans une interview qu'il a accordée à Philippe Châtenay, le ministre s'est montré rassurant. Well, I didn't need to reassure because we already signed the contract and we renewed that contract for another 3 years. Does Saudi Arabia contemplate reducing at all its present levels of production of oil? Not for the first quarter of 1980. And beyond that date? We will take a decision on the light of the circumstances at that time. Your Excellency, could the problems within OPEC, which became visible at the Caracas meeting, could that lead to a situation of anarchy in the world oil market?
Well, I think the present chaos in the world market did not start in Caracas. It was well before that, and I think it will come to an end very soon. One last question, sir. Do you believe that incidents such as what happened at Mecca recently can happen again? And if so, what would the consequences be for the Western world? I don't think it has any real significance, because what happened in Mecca is the work of a small group of fanatic religious people. It resembles, for instance, what happened one day in the United States when a group larger in number, led by James Jones, they committed suicide. The same thing happened in Mecca in a different way. They all committed suicide, and they were fanatic, and they believed that the earth will open up and swallow any army who will come to fight them. And they believed that on the beginning of every century, a new Muslim leader will appear. That day was the beginning of the new century. So we have to wait for another century for something like this to happen. Une information en relation en quelque sorte avec le pétrole. La Chambre syndicale des constructeurs automobiles français annonce pour cette année une augmentation de la production de 2,4% des voitures particulières. Rien ne semble donc pouvoir entamer le goût des Français pour l'automobile. Portugal, la publication officielle du résultat des élections aujourd'hui confirme la victoire de la coalition de centre-droit qui s'assure la majorité absolue au Parlement. Ce sera sans doute son leader, M. Francisco Carneiro, qui sera le prochain Premier ministre. L'actuel chef du gouvernement, Mme Pinta Silgo, a remis sa démission. Une bombe nucléaire islamique prête avant le milieu de l'année 1980. Cette bombe serait expérimentée par le Pakistan, c'est du moins ce qu'affirme aujourd'hui un journal koweïtien qui ajoute que la Libye a beaucoup aidé à l'élaboration de ce projet. Le processus de paix se met tout doucement en place en Rhodésie. Les premiers guérilleros ont fait hier leur entrée triomphale dans la capitale, Salisbury, où ils seront cantonnés jusqu'aux élections générales. Jean-Pierre Biondi. Les voici, les guérilleros. Un premier contingent formé d'hommes dépendants de Joshua Nkomo a débarqué hier à Salisbury, la capitale rhodésienne. Il a été suivi peu après par des partisans d'une autre fraction du Front patriotique, celle de Robert Mugabe, dont le chef militaire vient de trouver une mort accidentelle. Dès l'aéroport, des dizaines de milliers d'Africains, franchissant grilles et barrières, ont réservé aux maquisards de retour un accueil délirant. Le car qui tentait de conduire ces derniers vers les camps qui leur sont affectés a d'ailleurs été bloqué par la foule. De ce fait, l'atmosphère s'est tendue avec les forces de police, en majorité blanches. Les incidents d'hier ne permettent pas en tout cas de bien augurer d'une période qui va demeurer délicate jusqu'aux élections générales de mars prochain. S'ils ont mis en relief une certaine rivalité entre leaders africains, et notamment entre l'évêque Mozoreva, qui avait collaboré avec l'ancien gouvernement Ian Smith, et les chefs des guérilleros, les événements ont révélé surtout le penchant des militaires blancs à intervenir dans le maintien de l'ordre, en contradiction formelle avec les accords de Londres. Enfin, l'opinion de l'actuel gouverneur britannique, Lord Sons, d'après laquelle un noyau dur de guérilleros n'appliquera jamais les accords, n'a fait qu'ajouter à l'incertitude et à la crainte confirmée par le fait que l'hélicoptère de la force du Commonwealth a été abattu aujourd'hui même. En bref, encore en France, confusion à Usinor Denain, où la direction avait appelé aujourd'hui à la reprise du travail. Des incidents ont opposé des grévistes à des cadres. Seule la CGT restait opposée à la reprise du travail. Le prochain tir de la fusée Ariane aura lieu à la fin du mois de mai, a annoncé aujourd'hui le responsable du centre de Kourou. Le troisième et le quatrième tir auraient lieu en octobre et en décembre 1980. Enfin, le premier tir opérationnel s'effectuerait, lui, en avril 1981. Un pompiste parisien tué la nuit dernière par un jeune homme et une jeune femme qui se sont enfuis sans rien emporter d'ailleurs. 3 autres stations-service ont été attaquées à Paris au cours de cette même nuit. Ce même couple pourrait d'ailleurs être à l'origine d'une des 2 autres agressions. Toutes les passions sont permises. Il y a les fanas d'automobiles, de motos, de musique, de peinture. Il y a ceux aussi un peu plus particuliers de la bande dessinée, qui sont presque de véritables théologiens, qui se spécialisent sur un personnage, en l'occurrence Tintin. Et vous allez le voir, ils connaissent tout, de l'âge du capitaine Haddock à la différence entre les 2 frères jumeaux Dupont. Gérard Rolls a assisté à l'une de leurs réunions. Ils appellent cela une tintinerie.
ils, ce sont des avocats, des professeurs de droit, des hommes d'affaires, des décorateurs, des médecins, et ce sont tous des passionnés, je devrais dire des fous de Tintin. Ils connaissent Tintin par cœur, de la couverture des albums au plus petit dessin. Et pour mieux le prouver d'ailleurs, ils se réunissent en se glissant dans la peau de l'un des personnages imaginés par Hergé. Résultat étonnant. La momie de Raskar Kapat par exemple, dans les 7 boules de cristal. Dans le même album, apparition et vision de Madame Yamila, hypnotisée par le mage Ragdalam. Pas d'erreur possible non plus pour les cagoules au signe de kiosque, ils sortent tout droit des cigares du pharaon. Il n'a pas de nom, ce passager du Ville de Lyon, mais quelle ressemblance tout de même avec le grand-père barbu de l'oreille cassée qui arpente le pont du bateau. Nous vous signalons qu'il y a une promotion de 20% sur les rôtis de porc à la boucherie sans eau. Et cette fameuse tintinerie n'est pas seulement un bal costumé, car chacun des invités doit connaître la vie de son personnage sur le bout des doigts. La soirée se termine d'ailleurs par un grand concours pour la sélection des meilleurs tintinologues et tintinophiles. Professeur de droit dans le civil est l'un de ceux-là. Et à mon tour maintenant, comment s'appelle le chef gangster dans Tintin en Amérique? Al Capone. Et il y en a deux, il y a Al Capone et il y a le président de la, du GSC, Gangster Syndicate of Chicago. J'ai vu que Tintin poursuit jusque chez les Indiens. Oui. Non, pas Tomahawk, c'est son lieutenant, oui. C'est... Et dans quelle usine travaille Tomahawk, puisque nous en parlons? Dans l'usine Slift, de conserverie Slift, absolument. Le gangster s'appelle Bob Smiley. Bob Smiley, certainement. Dans Les cigares du pharaon, comment s'appelle l'écrivain? Zlotsky. Bonjour à toi. Vas-y. Dans Le crabe aux pinces d'or, comment s'appelle le bateau? Et alors, il y a deux bateaux. Il y a le Caraboudjan qui devient le Djebel Amila. J'ai une question. Il a une question, vas-y. Quel est le cri de ralliement entre le capitaine Chester et le capitaine Haddock? Fidji, bouldou. Aïe. C'est mon beau-frère, l'espèce de Raskar Kapat. On n'arrêtait pas de se poser des questions. Alors, dans des dîners, on avait un coup d'arnaque qui était extraordinaire. C'est-à-dire qu'on commençait à se poser des questions. Il y avait des tas de gens qui disaient moi je veux jouer. On commençait par des questions faciles, puis alors, dès qu'on avait accroché quelqu'un, c'est le vrai coup de l'arnaque, on commençait à poser des questions difficiles. Et à ce moment-là, on pariait, et quand on pariait, eh ben, on allait ensuite dîner dans des restaurants, et j'ai été comme ça au Véfour, chez la Serre, et il y en a un où j'ai perdu. Depuis, je joue plus. Et pour savoir si vous êtes capable de figurer parmi les membres de l'officieuse AFT, Association française de tintinologie, un petit test rapide maintenant. Savez-vous par exemple comment on reconnaît les deux Dupont, Dupont D et Dupont T? Vous avez 2 secondes. Dupont T à la moustache qui remonte, il est à droite, et Dupont D à la moustache qui tombe, il est à gauche. Et je dirais même plus, elle tombe bien sa moustache. Voilà, Dupont T à la moustache qui remonte et Dupont D à la moustache qui tombe. Voilà, automobile pour terminer, en sport, à 15 jours seulement du premier Grand Prix de la saison 80, on vient d'apprendre ce soir que Guy Ligier venait de recevoir une subvention d'1 million de francs de la part du ministère de la Recherche pour faire des essais en soufflerie afin d'améliorer le développement et le rendement de ces automobiles. Il y avait un loto aujourd'hui et un tirage même du loto. Pour gagner, il fallait jouer le 19, le 24, le 36, le 39, le 41, le 47, numéro complémentaire le 6, je dirais même plus le 6, comme diraient les frères Dupont. Voilà. Et maintenant, la météo avec Laurent Broumède. Oui, ben c'est le redout. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais entre hier et après-demain, c'est-à-dire en 4 jours, les températures auront monté d'environ 5 à 8 degrés selon les régions. Pourquoi? Eh bien, les hautes pressions qui nous conservaient cet air froid sur le pays s'écartent vers l'est et les perturbations arrivent par l'ouest, une double vague de pluie demain. Malheureusement, à l'avant de ces pluies, à la rencontre avec l'air froid, il y aura des chutes de neige et du verglas. Ce sera le cas demain matin du bassin parisien au massif central et ensuite dans la journée, surtout l'est du pays, avec ces forts vents du sud. Donc une journée très pluvieuse sur toutes les régions, avec tout de même du soleil sur la Corse, la seule région épargnée demain, mais les perturbations arriveront ensuite. Après le passage de cette double vague de pluie, bien sûr l'extrême ouest du pays, retour d'un temps variable, comme on dit, c'est-à-dire alternance d'éclaircies, de soleil donc, mais de passage nuageux avec des averses. Ce sera le cas demain en Bretagne et en Normandie. C'est ce temps variable qui se généralisera samedi à l'ensemble du pays, avant l'arrivée le soir d'une nouvelle vague de pluie
près de l'Atlantique, qui nous promet un dimanche à nouveau assez humide, d'abord sur l'Aquitaine et ensuite sur le reste du pays. Merci Laurent. Une dernière information qui vous intéressera sans doute avant de nous quitter. L'observatoire de Greenwich en Angleterre annonce que la dernière minute de cette année aura 61 secondes et non 60. Cet ajustement est rendu nécessaire par les irrégularités de la vitesse de rotation de la Terre autour de son axe. Je n'ai rien inventé, c'est eux qui le disent. Une seconde, ça n'a l'air de rien, mais c'est très important, car pour un marin qui fait le point avec son sextant, une différence d'une seconde se traduit par une erreur d'un quart de mille, près de 500 mètres sur la carte. Sans compter qu'au bout de quelques siècles, sans rectification, le soleil finirait par se lever à minuit. C'est d'ailleurs à peu près à cette heure-là, ce soir, que Pierre-Alain vous donnera les dernières informations. Demain, je vous le signale, invité d'Antenne de Midi, le professeur Pierre Royer, biologiste. Bonsoir, excellente soirée sur Antenne 2.